On l'a mis de côté. Ce qui vient là, les nombres d'oxydation, j'en suis pas complètement sûr. Ça dépend essentiellement de la manière dont vos enseignants de lycée ont présenté les choses. Donc, c'est pas certain. Mais on prend à nouveau un exemple. Je prends un exemple simple, pas lié du tout à la biologie, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est les concepts qui se trouvent derrière. Si on fait réagir du dihydrogène et du dichlore, on produit de l'acide chlorhydrique. Bon, là, il n'y a pas de mystère. C'est une réaction un peu violente d'ailleurs, qui chauffe pas mal et qui se produit bien. Il faut juste un peu de lumière. Hein. On déclenche avec un peu de lumière et puis boum, ça fait péter le système, ça devient très agressif. Enfin, c'était déjà agressif avant. Cette réaction, celle du dessus, vous êtes d'accord, on ne voit aucun échange électronique. Par contre, quand on met HCl en solution, c'est un acide fort. Un acide fort, ça se dissocie totalement. On va faire apparaître donc H+, et Cl-. Là, on voit bien qu'il y a une répartition des électrons qui n'est pas équitable. D'accord ? Clairement, on sait partager des électrons. Et tel qu'on le voit ici, on serait tenté de dire, bah oui, les électrons, ils se sont partagés dans la deuxième réaction. Donc la deuxième réaction, c'est là où a lieu l'échange d'électrons. Un échange d'électrons, c'est une réaction d'oxydation ou une réaction de réduction. Et quand manifestement on a les deux en même temps, c'est une réaction d'oxydoréduction. Sauf que non. La réaction d'oxydoréduction, c'est la première et non pas la deuxième. Et tous les chimistes de la planète sont d'accord avec cet effet-là. Ce n'est pas quand on le voit que c'est important, c'est quand ça se fait. Et il y a des moments où ce qui se fait ne se voit pas forcément. Et on va regarder ça d'un peu plus près. Notre molécule d'acide chlorhydrique, dans les faits, vous avez vu ça en atomistique, elle est basée sur un échange d'électrons entre l'hydrogène et le chlore, parce que chacun des deux, c'est la théorie de Lewis, hein. Ce n'est pas la dernière en date et ce n'est pas la meilleure, mais en l'occurrence, elle est pratique ici, d'accord ? L'échange de deux électrons célibataires, un provenant de l'hydrogène, un provenant du chlore. Quand ces deux électrons sont échangés, ils vont rentrer dans une orbitale hybride entre les deux, d'accord ? Et ils vont être stockés, et c'est ce qui fait ce qu'on appelle une liaison, cette paire d'électrons partagés entre les deux atomes. Oui, mais ce n'est pas exactement ce qui se passe. En l'occurrence, c'est ça. En l'occurrence, on a un effet supplémentaire. Et je vous demande de vous prononcer. Si l'un des deux éléments est plus avide d'électrons, évidemment, ça va avoir un effet sur cette paire d'électrons qui est placée entre les deux. Et il se trouve qu'effectivement, l'un des deux est clairement plus avide d'électrons que l'autre. D'accord ? Alors, quand je parle d'avide, hein, c'est une anthropomorphisation un peu excessive de la chose, mais qui veut simplement dire que les électrons sont énergétiquement favorisés quand ils sont plus près de l'élément. Hein, voilà. Il n'y a pas des atomes qui sont avares d'électrons. Ça se stabilise. On va regarder ce que vous avez répondu. Ouais. Cool. Bien. Il y a au moins un truc que vous avez compris dans les cours qu'on vous a dit jusque-là. Super. D'accord ? Alors, c'est pas compliqué. Alors, si on a besoin que les choses soient parfaitement claires ou s'il y a des petites ambiguïtés, on vous donnera un tableau de valeurs, ça peut être d'ailleurs tout simplement le tableau périodique avec les valeurs des différentes électronégativités, d'accord ? Si on a besoin d'être précis. Maintenant, la règle générale, elle n'est pas très compliquée. Plus on monte dans le tableau, plus c'est électronégatif, plus on va vers la droite du tableau, plus c'est électronégatif. Donc les éléments les plus électronégatifs sont
en haut à droite, les moins électronégatifs en bas à gauche. Ce n'est pas linéaire dans le tableau, on est bien d'accord, mais globalement, cette règle-là fonctionne très bien. Vous savez localiser à peu près le chlore, c'est du côté droit et plutôt vers le haut, très électronégatif. L'hydrogène, lui, est complètement à gauche, mais attention, il faut le recaler à sa place parce qu'il est une ligne du dessus, d'accord? Donc se place grosso modo en électronégativité entre le bore et l'azote. Ok? Ce qui veut dire que le chlore est effectivement plus électronégatif que l'hydrogène. Pas forcément énormément plus, mais quand même significativement plus électronégatif que l'hydrogène. On a donc le chlore, clairement, et ça se voit sur la position, mais si on voulait être précis, on devrait vous donner les valeurs, d'accord? Donc un tableau périodique avec les valeurs d'électronégativité à l'intérieur, ou un tableau tout simplement avec les valeurs d'électronégativité, et ça se verrait très bien, il n'y a pas d'ambiguïté sur la position relative de l'un par rapport à l'autre, en termes d'électronégativité. Et donc si le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, ça veut dire qu'énergétiquement, ces électrons seront plus stabilisés, c'est ce que je viens de dire, hein, d'accord? On monte dans ce sens-là, seront plus stabilisés, énergétiquement favorisés, s'ils sont plus proches du chlore. Mais en étant plus proches du chlore, de fait, ça veut dire que de ce côté-là, on a un peu perdu l'électron qui était mis en partage. Il n'est plus au milieu, il n'est plus aussi près de l'hydrogène qu'il l'était, donc forcément, cet hydrogène a la sensation d'avoir perdu une partie de son électron. Et évidemment, puisque l'électron de l'hydrogène a migré un peu du côté du chlore, ce chlore est très légèrement plus négatif qu'il ne l'était avant. Il a un peu gagné cet électron. Alors évidemment, ce n'est pas totalement perdu, ce n'est pas totalement gagné, mais clairement, il y a déjà une nette distinction. Les électrons sont déjà pratiquement du côté du chlore. Ce qui veut dire que si on casse cette liaison, comme on le fera ensuite quand on met le HCl en solution, eh bien, la rupture, elle a déjà plus ou moins acté le fait que les électrons y vont partir avec le chlore. En d'autres termes, c'est comme dans un mariage, quand on fait un contrat de mariage. Et dans le contrat, on a déjà dit, si on divorce, eh ben, je pars avec la voiture, la maison, tout en fin de compte, et puis je te laisse rien. C'est à peu près le contrat qu'on a ici, hein, d'accord? Après, il ne fallait pas signer le contrat, hein. Mais c'est exactement ce qu'on a ici. En gros, dès l'instant où on a fabriqué la liaison, on a déjà établi les termes du contrat de rupture. Et le contrat ici, c'est le chlore part avec l'électron mis en partage. Voilà. OK? Ce qui veut donc dire que formellement, qu'on se place au moment où la liaison existe encore, ou au moment où elle sera déjà rompue. De toute façon, les électrons y sont perdus d'un côté et gagnés de l'autre. Donc ça c'est déjà une situation d'oxydation. Cet atome-là a d'ores et déjà perdu ses électrons. Et s'il a perdu son électron, c'est qu'il a été oxydé. Que ce soit concrétisé dans les faits ou pas, ça ne change rien. C'est déjà fait. Donc, on va considérer, vous, moi, tous les chimistes de la planète, qu'à ce stade-là, on a déjà une oxydation et à celui-ci, on a déjà une réduction. Le fait que la liaison ne soit pas encore rompue, c'est juste un point de détail, vraiment un point de détail, sans aucune espèce d'importance. De toute façon, quand ça va casser, et ça cassera à un moment ou à un autre, le partage des électrons est déjà fait, l'oxydation, la réduction sont déjà décidées. Donc autant en tenir compte dès maintenant. Et c'est ce qu'on fait. On a donc ici une molécule qui est d'ores et déjà oxydée sur sa partie hydrogène et réduite sur la partie chlore. On a déjà eu une réaction d'oxydoréduction. Et ça va nous permettre d'établir un concept qui est fondamental pour tout ce qu'on va voir ensuite, qui s'appelle le nombre d'oxydation. Le nombre d'oxydation, c'est une anticipation du nombre d'électrons qui vont être gagnés ou perdus par la suite, que cette perte ou ce gain soit déjà effectif ou non. Donc un électron qui va être perdu va compter exactement comme un électron qui est déjà perdu. Donc ici,
on a potentiellement pour l'hydrogène la perte d'un électron, on comptera une oxydation. On raisonne en termes d'oxydation, donc en termes de nombre d'électrons perdus. D'accord ? Donc un électron perdu, une oxydation. On appelle ça un nombre d'oxydation. On dit quelquefois aussi degré d'oxydation, mais le terme est moins utilisé, mais vous risquez de le rencontrer dans quelques ouvrages, à quelques endroits. D'accord ? Mais préférez le terme nombre d'oxydation, il est plus standardisé. Donc ça veut dire que si on perd un électron, on se trouve à plus 1. Quand on a gagné un électron, on en a moins 1, d'accord, de nombre d'oxydation. Voilà, on les compte comme ça. Les électrons perdus en positif, les électrons gagnés en négatif. C'est bon pour tout le monde ? On va donc avoir des règles relativement simples quand on observe une molécule, quand on observe un atome, un ion, pour savoir quel est son nombre d'oxydation. Et ça part au départ d'une définition, parce qu'il faut savoir où on place le zéro. Le zéro, c'est pas compliqué, c'est quand on a l'atome avec tous ses électrons tels que décrits dans le tableau périodique des éléments. D'accord ? Donc le même nombre d'électrons que le nombre de protons dans son noyau. Un atome de carbone, 6 protons, 6 électrons, il est dans son état fondamental en termes d'oxydation. Nombre d'oxydation égale 0. Du fer, d'accord ? Une barre de fer, le fer qui est à l'intérieur, il a le nombre d'électrons qu'il doit avoir, donc il est au niveau d'oxydation 0. Le soufre, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petits cristaux de soufre tout jaunes qu'on trouve quelquefois, c'est assez joli d'ailleurs, ou qu'on utilise pour chasser les fourmis, par exemple, c'est du soufre, pas oxydé, pas réduit, juste du soufre, donc niveau d'oxydation 0. Donc c'est facile. Pour un ion, ça devient extrêmement simple. Un ion simple, quand il a perdu un électron, ça se voit qu'il en a perdu un. Et Na+, on voit bien qu'il a perdu un électron. Donc il a perdu un électron, c'est une évidence, il est au niveau d'oxydation, plus 1, facile, tout simple, aucune difficulté. Le chlore de tout à l'heure, il en a gagné un, donc il est à moins 1. Voilà. Et puis si je prends un ion qui éventuellement en aurait perdu plusieurs, comme Fe3+, il en a perdu 3, donc il est à plus 3. Donc c'est tout simple, dans ce cas-là, le nombre d'oxydation, c'est la charge en valeur algébrique. Voilà, tout simple. D'accord ? Positive quand on a perdu des électrons, négative quand on en a gagné. Ça, c'est tout simple. Ça devient un peu plus complexe et un peu plus compliqué quand on s'adresse aux molécules et ions complexes. Comprenez ion complexe comme étant une molécule qui a perdu, d'accord, quelque charge d'une manière ou d'une autre. Donc une molécule chargée en fin de compte. SO4 2-, c'est une molécule, d'accord, qui a perdu 2H+. Donc, au départ, c'est de l'acide sulfurique. Donc voilà, c'est juste une molécule dans laquelle on a enlevé des petits bouts. Mais il y a déjà une construction de plusieurs atomes à l'intérieur. Voilà ce que ça veut dire. Chargé, pas chargé, fondamentalement, ça ne va pas changer grand-chose sur notre raisonnement. Là, il faut aller voir un petit peu plus loin parce qu'on va devoir établir des règles. Il y a très peu de textes écrits dans ce que je vous dis, mais là, je tiens à ce que ce soit clairement écrit à un endroit pour que vous compreniez et que ce soit le texte intégral que vous ayez. On doit, pour aller explorer ces molécules et ces ions complexes, partir de la structure de Lewis, spécifiquement. Il y a des fois où établir la structure de Lewis d'une molécule, ça peut être quelque chose de franchement compliqué. Parce que Lewis, c'est une théorie ancienne qui s'adapte relativement mal à certains types de molécules. En l'occurrence, par exemple, je prends juste cet exemple-là, le dioxygène, la structure de Lewis est insatisfaisante, pour ne pas dire fausse. D'accord ? Elle ne permet pas de justifier, de comprendre un certain nombre de phénomènes qui sont liés à cette molécule. D'accord ? Donc, elle est forcément incorrecte. Mais c'est sur ce genre de structure-là qu'on va devoir se baser. Et on va tout simplement compter le nombre d'électrons qui sont attribués à chaque élément dans cette structure de Lewis.
Quand les électrons sont non partagés, c'est tout simple, on les compte à l'élément. Quand les électrons sont utilisés dans des liaisons, la règle elle est relativement simple. Si la liaison est homoatomique, le même atome de chaque côté de la liaison, on partage les électrons de liaison équitablement. Et une liaison, a priori, dans le modèle de Lewis, c'est systématiquement 2 électrons. Donc si j'ai une liaison, 2 électrons, j'en donne 1 à chaque atome. Facile. Si j'ai une double liaison, j'ai 4 électrons, 2 à chacun. Simple. Si par contre la liaison est hétéroatomique, c'est tout aussi simple, a priori, en tout cas dans la règle qu'on va utiliser, on colle tous les électrons à l'atome le plus électronégatif. Donc par exemple, dans ma double liaison, il y a un des 2 atomes qui est plus électronégatif que l'autre, il gagne les 4 électrons à lui tout seul. Aucun partage, je prends tout. C'est du tout ou rien, vous avez compris? On garde ces électrons, on partage équitablement, ou on prend tout. Il n'y a pas de situation où on en prend une partie parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence d'électronégativité ou pas. Il y a une différence d'électronégativité, on donne tout au plus électronégatif. On fait un exemple. On va prendre justement notre molécule de dioxygène. La structure électronique de l'oxygène, 1s2, 2s2, 2p4. Ça, vous avez vu en atomistique. Ce qui correspond sur la couche, la dernière couche, donc la couche numéro 2, à 2s2, 2p4, 6 électrons. D'accord? Et quand on fait ça bien gentiment avec les petites cases quantiques, on met bien les électrons à l'intérieur, ça correspond à 2 doublets, 2s2 et une des 3 cases de 2p4, pardon, et 2 électrons célibataires. Quand on en met 2 l'une à côté de l'autre, on voit qu'a priori, en tout cas si la géométrie le permet, et elle le permet, de faire, vous le voyez, 2 paires d'électrons qui feront des liaisons, avec les 2 paires d'électrons célibataires. 4 électrons partagés, c'est pour ça que généralement on représente la molécule dans le modèle de Lewis sous cette forme-là. Les 4 petits traits qui sont au-dessus, en dessous de l'oxygène, ce sont les paires d'électrons non appariés, d'accord, qui ne servent pas à faire des liaisons, et les 2 barres au milieu, ce sont les 2 paires d'électrons qui forment la liaison. Donc, dans une représentation de Lewis, celle que vous utilisez tout le temps et qu'on utilise en permanence dans la chimie organique, un trait, c'est 2 électrons. Voilà ce que veut dire, c'est le sens de ce petit trait qu'on met dans les représentations graphiques selon le modèle de Lewis. Eh bien, si on coupe ça en 2, et par le milieu, puisqu'ici on a une liaison homoatomique, d'accord? Ça veut dire que mon atome d'oxygène de droite et mon atome d'oxygène de gauche repartent chacun avec le nombre d'électrons avec lequel ils étaient arrivés. 6 chacun. Sur la couche de valence, on est d'accord. Mais ceux qui sont à l'intérieur, on pourrait les compter, mais ils ne servent à rien, puisque de toute façon, ils ne participent pas aux liaisons. Donc, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et maintenant, quand on veut calculer le nombre d'oxydations, on va partir, donc c'est la différence entre le nombre d'électrons qu'on aurait pour un atome simple, tout seul, 6, ici, et le nombre d'électrons que l'on observe maintenant que l'on a réparti les électrons selon la règle de répartition précédemment citée. Et bien, ça fait 6 aussi. 6 moins 6, ça fait 0. Le nombre d'oxydations de l'oxygène dans la molécule de dioxygène, c'est 0. En gros, il est dans son état d'oxydation de base. Et ce sera vrai, parce que ce que je viens de faire là sur le dioxygène, j'aurais pu le faire sur n'importe quelle molécule homoatomique, ce sera vrai pour toutes les molécules homoatomiques. Dès l'instant où on n'a que le même atome dans une molécule, on aura forcément cet atome qui sera dans son état d'oxydation de base 0, puisqu'il ne partage pas, il ne va pas se faire voler les électrons par des atomes qui lui ressemblent. Ça veut donc dire qu'ici j'ai le dioxygène, mais si j'avais pris l'ozone, O3, j'aurais la même chose. L'oxygène dans l'ozone est également au niveau 0 en termes d'oxydation. On change de molécule. Encore une fois, quelque chose de simple, de l'eau. Pour l'oxygène, c'est le même topo, d'accord? Évidemment, c'est le même. Pour l'hydrogène, 1s1, donc un seul électron célibataire. Donc si on fait ça tranquillement, on va former donc 2 liaisons, d'accord,
en regroupant les électrons célibataires, un de l'oxygène avec celui de chacun des deux hydrogènes. Et on a tendance à représenter ça donc comme ça, avec, bon là les flèches ne sont pas super, mais l'idée que ces paires d'électrons, elles ne sont pas centrées. On a une molécule ici clairement hétéroatomique. L'oxygène, c'est très à droite et vers le haut du tableau périodique, donc c'est très électronégatif. L'hydrogène, ça l'est moins, d'accord ? Donc on a clairement des électrons, des paires d'électrons, celles qui forment les liaisons, qui sont clairement déplacées vers l'oxygène. Et donc quand on coupe, on attribue tous les électrons de liaison à l'atome le plus électronégatif, ce qui fait qu'il n'en reste pas pour l'hydrogène, et que l'hydrogène a fait le plein, a récupéré tout ce qu'il était capable de récupérer. On se retrouve donc au niveau du calcul à nombre d'électrons de départ, dans la configuration de départ 6, nombre d'électrons, une fois qu'on a réparti les atomes, 8, 6, moins 8, moins 2. Nombre d'oxydation de l'oxygène, moins 2. En même temps, ça se voit qu'il a gagné 2 électrons. D'accord ? Ça se voit, puisqu'il a attiré les 2 électrons partagés par les 2 hydrogènes de chaque côté. Oui, ça se voyait déjà physiquement qu'il en avait gagné 2, donc, s'il en a gagné 2, qu'il devait être à moins 2. Pour l'hydrogène, c'est facile, hein. On était à 1, on est passé à 0, donc on est à plus 1. La molécule d'eau est donc une molécule dans laquelle l'oxygène est réduit et l'hydrogène est oxydé. Réduit au sens de il a un nombre d'oxydation qui est plus petit que celui de l'oxygène gazeux, de l'oxygène atomique, et oxydé pour l'hydrogène parce qu'il a un nombre d'oxydation plus grand, plus 1, que dans l'hydrogène atomique. Et si on change juste un tout petit peu, pas grand-chose, hein. Ça, c'est du peroxyde d'hydrogène, de l'eau oxygénée, quoi, voilà, hein, tout simplement. La situation est légèrement différente et je vais la traiter plus graphiquement, juste histoire de vous montrer qu'on n'est pas obligé de se taper tout le boulot que je viens de faire ici. Ce que j'ai là-dedans, si vous regardez bien, je remets juste, hein, histoire de préciser, la manière dont les électrons vont être répartis. Sur la liaison oxygène-oxygène, homoatomique, donc il n'y a pas de raison de mettre les électrons plus d'un côté que de l'autre. Par contre, les 2 liaisons extrêmes sur le côté sont toujours orientées vers l'oxygène. Ça ne change pas, c'est toujours l'oxygène qui est plus électronégatif que l'oxygène. Ce qui veut donc dire que si, et je mets tout, si je regarde atome par atome, comment sont répartis mes électrons, je vois bien que je vais prendre un des électrons de la liaison oxygène-oxygène, c'est partagé équitablement, et les 2 électrons de la liaison oxygène-hydrogène. Et je fais le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil pour l'autre, hein, c'est symétrique. Et puis pour mon hydrogène, 0. Donc en gros, je suis passé à 7 pour l'oxygène. Normalement, j'ai 6. J'ai gagné un électron. Il est donc, on va le voir, à 6 moins 7 moins 1, pas moins 2 comme tout à l'heure, moins 1. Et pour l'hydrogène, on était à 1, on est passé à 0, donc plus 1. Par contre, là, ça ne change pas. Donc dans cette molécule dite peroxyde d'hydrogène, on aura donc de l'oxygène qui, lui, sera à moins 1 et non pas à moins 2 comme tout à l'heure. Ce qui explique pourquoi le peroxyde d'hydrogène, quand on le laisse un peu trop longtemps dans sa bouteille, l'eau oxygénée, va se dégrader lentement en eau, d'accord, avec une plus grande oxydation, une plus grande réduction de l'oxygène, qui cherche à être réduit au maximum. Et on peut même aller encore plus loin, parce que le domaine de prédilection, celui où les formules de Lewis fonctionnent le mieux, c'est la chimie organique. En chimie organique, les formules de Lewis, elles fonctionnent bien. En fait, on pourrait presque dire que Lewis, quand il a basé sa théorie, il s'est basé quasiment sur le comportement du carbone. Donc ça fonctionne bien pour le carbone,
le système, la théorie des liaisons de Lewis. Elle fonctionne vraiment bien. Donc si on regarde ça, on se dit, mais c'est facile pour l'oxygène ici. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc il va choper, et je le fais graphiquement, en dessinant, les électrons de la liaison. Le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène, moins que l'oxygène, mais autant que l'autre carbone. Donc je partage au milieu pour la liaison carbone-carbone, je prends les électrons de l'hydrogène et je laisse ceux en partage avec l'oxygène. Pour ce carbone, je fais la même chose, cette fois-ci j'en chope 3 par contre. J'avais 3 hydrogènes, donc je vais récupérer les 3 liaisons. Par contre, c'est toujours coupé au milieu au niveau de la liaison carbone-carbone, hein, c'est la même règle. Et puis mes hydrogènes, il ne va pas leur rester grand-chose, donc je n'ai même pas fait les traits. Donc maintenant je fais le compte. Mon oxygène a récupéré 2 électrons. S'il a récupéré 2 électrons, il est à moins 2. Je n'ai même pas besoin de comparer avec l'état de base, d'accord? Je le vois qu'il a récupéré 2 électrons de plus. Donc il est à moins 2. Ce carbone-là, vous voyez qu'il en a perdu 2, mais gagné 1. D'accord? Il en a perdu 2 vis-à-vis de l'oxygène, gagné 1 vis-à-vis de l'hydrogène, et puis il ne s'est rien passé au niveau de la liaison carbone-carbone, puisqu'il en avait amené 1, il l'a gardé. D'accord? Donc s'il en a perdu 2 et qu'il en a gagné 1, au final, il n'en a perdu qu'1. Il est donc à plus 1. Mon deuxième carbone, ici, a gagné 3 électrons. Les 3 électrons de chacune des liaisons avec l'hydrogène. Pour la liaison carbone-carbone, il a récupéré le sien et puis donc il ne s'est rien changé. S'il a gagné 3 électrons, il est donc à moins 3, puisqu'il a gagné 3 électrons. On a donc dans cette molécule, et simplement en regroupant nos électrons, une manière extrêmement simple et graphique de trouver le nombre d'oxydation de chaque élément individuellement, et pas simplement de chaque élément dans sa position, parce que vous voyez qu'ici, l'élément carbone est à 2 niveaux d'oxydation différents selon leur position. Le carbone à côté de l'oxygène est clairement un carbone qui est oxydé, alors que le carbone qui est du côté des hydrogènes est clairement, lui, un carbone qui est réduit. On a donc dans la même molécule 2 carbones à des niveaux d'oxydation qui sont différents. Oui? C'est donc facile à faire graphiquement. Il suffit de répartir les électrons. Alors, évidemment, on peut le faire comme je l'ai fait au début, mais on peut aussi simplement le faire comme ça. Simplement, pour le faire comme ça, il faut impérativement une formule de Lewis bien détaillée où on voit apparaître évidemment toutes les liaisons, les doubles, les triples et les paires, bien entendu, d'électrons également. C'est important. Ce que l'on n'a pas toujours avec les molécules de la chimie minérale, celles qui ne font pas intervenir majoritairement le carbone. Parce que ces formules-là, quelquefois, sont difficiles à obtenir. Oui? Et puis l'hydrogène, évidemment, il a perdu son électron, donc lui, évidemment, il est oxydé au niveau plus 100. Eh bien, si vous avez compris, vous avez ici l'acide formique. Il y a un atome de carbone. Alors, vous l'avez en représentation bien propre. Et puis sur le côté, le machin qui tournait, c'est une représentation qu'on retrouve souvent graphiquement et qu'on voit tourner, mais qui présente comme défaut, comme vous l'avez vu, de ne pas faire apparaître la double liaison entre le carbone et un des oxygènes. D'accord ? Donc, c'était juste pour le signaler, montrer qu'il y a certaines représentations qui sont un peu trompeuses. C'est la représentation complète qu'il vous faut. D'accord ? Donc vous avez un carbone, 2 hydrogènes, 2 oxygènes, donc une double liaison avec un des oxygènes. Et donc c'est un chiffre à renvoyer, hein. Donc vous pouvez le renvoyer également par SMS, là ça peut marcher. Quel est le nombre d'oxydation donc du carbone? Ça peut être positif ou négatif, hein. On est d'accord. Enfin, la réponse peut être positive ou négative, ou nulle d'ailleurs en fait. Ça peut aussi être 0 bien entendu. Et vous la renvoyez sous forme de chiffres arabes. Parce que vous avez vu, j'ai noté tous ces nombres d'oxydation précédemment sous forme de chiffres romains. C'est la convention.
un nombre d'oxydation, ça s'écrit normalement en chiffres romains. D'accord? Ça fait 60%. Alors, combien d'électrons sont perdus? Il y a 3 liaisons avec l'oxygène. D'accord? Je dis 3 et puis je monte 4. Il y a 3 liaisons avec l'oxygène. Donc ça veut dire qu'on va avoir 3 électrons perdus pour chacune de ces liaisons. Une double liaison, c'est 2 électrons perdus. D'accord? Donc les 3 liaisons avec l'oxygène vont occasionner 3 paires d'électrons. Mais en même temps, on a une liaison avec un hydrogène. Le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc cet électron avec l'hydrogène va être gagné. 3 pertes, 1 gain, ça fait donc 2 électrons perdus au total. 2 électrons perdus plus 2. Voilà. OK? C'est bon pour tout le monde? Donc avec les petits traits, normalement, ça ne pose pas de problème particulier. On voit